Merci. Désolé d'avoir pris la parole un peu abruptement, Virginie, mais c'est à un moment donné, je pense qu'on peut prolonger le débat après. Il y aura, je pense, un verre de l'amitié, en tout cas dans la tradition de la paix Dieu. Alors voilà, c'est à l'inspecteur général du département du patrimoine qu'il appartient de conclure cette journée. Et je voudrais revenir d'abord aux constats qui ont été émis par Christian Sapin en tout début de journée. Les matériothèques sont apparues il y a quand même un certain temps, sur base du constat, comme l'a dit Christian, que j'ai fait moi personnellement aussi avec Madame Anne-Françoise Canella, dont on a cité le nom tout à l'heure, en 2005, pour sa note, pour des raisons qui nous permettaient d'avoir des contacts privilégiés à l'époque, comme certains le savent, que des démolitions étaient en cours, comme l'a dit Patrick, lors de nos chantiers de restauration, qui débouchaient sur la perte irrémédiable de vestiges authentiques dans le cadre de ces chantiers de restauration, avec aucune disposition réglementaire et aucune disposition technique à la sortie. J'ai connu, comme certains d'entre vous, des démolitions, notamment à Liège, mais on a évoqué l'hôtel de Aubec tout à l'heure, de bâtiments extrêmement intéressants, et dont, au mieux, l'architecte faisait en sorte, ici c'était l'architecte de la ville, de les conserver sur des sites appartenant à la ville de Liège. Les pierres des façades étaient conservées. Et puis après, plus personne ne s'occupait de la manière dont on conservait les pierres. Et donc elles étaient là, libres d'accès à tout vent pour tous les brocanteurs, quelles que soient leurs origines. Je vous rappelle que là, vous pouvez toujours essayer de trouver les pierres de la façade de l'hôtel de Kortenbach qui se trouvait place Saint-Michel à Liège, qui était un édifice remarquable du XVIe siècle. Ces pierres ont longtemps été conservées par la ville de Liège sur un site appartenant à la ville de Liège, mais aujourd'hui, pour reconstituer cette façade, il va falloir de l'infographie, parce qu'il n'y aura plus que ça pour la reconstituer. Pour ne pas revenir sur le débat qui nous a animés tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas, moi, essayer de mettre la cathédrale au milieu de l'évêché, je pense qu'effectivement, il est utile de rappeler que nous sommes à la paix Dieu et qu'il ne faut pas inverser la poule et l'œuf, ou si vous voulez, on peut essayer. Mais c'est bien sur base du constat, Jean-Marie, il y a plus de 17 ans, puisque c'est un combat que tu as mené dès cette époque-là, quand je dis on, la région wallonne s'est mobilisée pour créer un centre sur base justement des constats de la perte de ses savoir-faire et des menaces qui pesaient sur les artisans. Et donc, où je me trompe fort depuis 17 ans, le combat que nous menons, c'est effectivement celui de défendre la réalité et l'existence non seulement des artisans, mais de la transmission de leur savoir-faire. Donc, le colloque sur la matériothèque, même si on aborde des questions liées à l'informatique, qui n'est qu'un outil, et je voudrais faire une deuxième petite transgression, c'est un outil, au même titre que l'artisan utilise des outils. Et j'invite les artisans à essayer d'utiliser l'outil informatique au même titre que leur gouge ou que leurs autres outils. La seule différence que je peux concéder, c'est que l'artisan, il utilise un outil à 100% de ses capacités, parce que non seulement il le connaît, mais bien souvent il l'a façonné. Les outils informatiques, renseignez-vous auprès des grandes firmes informatiques, sont utilisés aujourd'hui par l'ensemble des utilisateurs que nous sommes entre 10 et 15 et 20% de leur potentiel. C'est-à-dire si nous sommes tous de mauvais artisans en matière informatique. Le troisième petit constat d'entrée que je voudrais faire et qui va peut-être heurter, et je vais faire en sorte de ne parler que des entreprises moyennes et des grandes entreprises, c'est que ces grandes entreprises profitant d'un vide juridique, comme je l'ai dit tout à l'heure, font en sorte que les éléments qui sont malheureusement susceptibles de quitter un monument lors des restaurations vont, dans le pire des cas, en décharge, parce que rien n'est prévu dans le cahier des charges aujourd'hui, rien du tout, d'accord ? Et ça dure depuis 25 ans, rien, et 25 ans, même plus. Et au mieux, vous avez des entreprises qui ont depuis longtemps intégré l'esprit de la matériothèque. Si vous allez du côté de Herve, je connais une entreprise qui a plus de 2000 m² avec des objets provenant de l'ensemble de nos monuments historiques, des manteaux de cheminée, des poutres, tout ce que vous voulez. Alors lui, il les utilise au minimum à deux vocations. Je ne peux pas citer de nom, je ne tiens pas à ce qu'on cite de nom. Soit il les réutilise dans d'autres restaurations qui ne sont pas des restaurations à caractère patrimonial, soit il va les vendre sur la brocante et il les offre à celui qui les monnaie le plus. Donc le constat de la nécessité des matériothèques, je pense que non seulement il existait avant la Réunion, mais que vous êtes convaincus comme moi de la nécessité, après cette journée, de la nécessité de se pencher sur la problématique. Reste à donner du sens à nos matériothèques. Et je rappelle qu'idéalement, ces matériothèques ne devraient pas exister. Nous avons assez d'expérience aujourd'hui, après plus d'un siècle de travaux en matière de patrimoine et un tas d'intervenants qui, depuis Viollet-le-Duc et Ruskin et leurs combats respectifs, ont démontré que normalement,
il faut essayer de maintenir le bâtiment le plus longtemps possible et maintenir les éléments du bâtiment in situ. Mais il faut bien reconnaître, aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte favorable pour ça. Et on est obligé, d'une certaine manière, dans chaque dossier de restauration, d'accepter que des éléments authentiques quittent le monument pour de bonnes raisons, et parfois pour de mauvaises raisons. Et par rapport aux matériothèques, notre devoir est aussi de ne pas entrer dans une limite schizophrénique de dire qu'on prend tout pour alimenter les matériothèques. Donc voilà, je fais un petit peu la réponse à Patrick tout à l'heure. C'est effectivement, c'est une réponse et je suis en accord avec lui, ça va nécessiter des choix importants et cruciaux. Alors, les choix vont dépendre de plusieurs objectifs et c'est ceux qu'on va donner à nos matériothèques. Et donner du sens aux matériothèques, c'est prédestiner ces choix. Je voudrais aussi signaler que les textes internationaux, à ma connaissance en tout cas, mais si vous en avez une meilleure, informez-moi, je serais ravi d'en apprendre à ce sujet-là, n'identifient pas la nécessité de mettre en évidence des matériothèques. C'est un concept qui est apparu après la plupart des grands textes internationaux, sauf peut-être exception la Valette en matière d'archéologie, et une exception majeure, puisque c'est celle de la dernière recommandation du Conseil de l'Europe à propos d'une stratégie pour le patrimoine en Europe au XXIe siècle. Si vous ne savez pas de ce dont il s'agit, je vous invite à aller voir sur le site du Conseil de l'Europe, parce qu'il y a dedans une recommandation spécifique concernant à la fois la création, mais aussi le soutien et le développement des matériothèques. Alors, ce qui est assez étrange, d'ailleurs, c'est qu'il faille en arriver à ce stade-là de textes internationaux et d'une réflexion plus large pour prendre conscience de la nécessité et de l'importance de ces matériothèques. Si vous faites matériothèques sur Google et que vous allez voir les images, vous allez d'abord tomber sur des matériothèques organisées par des grands couturiers. Et les grands couturiers ont, depuis quasi le début de leur existence, pris la peine, chaque fois qu'ils faisaient une création, de conserver les bobines de fil, les boutons, les morceaux de tissu correspondants, les morceaux de dentelle correspondants, en se disant peut-être qu'un jour, parce que la mode c'est changeant, mais ça revient, c'est cyclique, et donc vous avez des grandes maisons de couturiers qui ont des matériothèques extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, extrêmement bien organisées, et qui pourraient peut-être nous inspirer pour nos propres organisations. Mais il en est de ces matériothèques de plusieurs dimensions et enjeux. Alors on a vu des matériothèques plus ou moins spécialisées. Celle de la Paix-Dieu, depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, a pris une orientation de base de formation pédagogique, et c'est une vocation extrêmement louable. Vous avez vu que la dimension scientifique est extrêmement intéressante parce qu'elle générait des recherches tout aussi intéressantes. La dimension de conservation, elle est sui generis avec la matériothèque. C'est un moyen évident de faire en sorte que des éléments intéressants ne soient pas perdus à jamais. Et puis, on a vu aussi, avec une architecture assez exceptionnelle, une dimension plus touristique, plus éducative, qui participe plus et davantage à la médiation. Et toutes ces dimensions et ces enjeux sont pour moi louables et devraient être accessibles pour une matériothèque. Mais la matériothèque en soi n'est rien. Elle doit nécessairement être accompagnée et être complémentaire avec d'autres outils. On en parlait de l'outithèque, mais aussi de la photothèque, des bases de données et de la nécessité de mettre en ligne les informations. On ne doit pas garder ces informations-là pour nous. Et donc, il faudrait peut-être effectivement reposer la question, comme M. Haquin l'a fait, sur une question de base. Est-ce qu'il existe une vraie différence entre un musée et une matériothèque? Est-ce que l'un ne peut pas profiter à l'autre? Et inversement, comme dirait l'autre. Mais je ne vais pas relancer ce débat-là aujourd'hui, ça nous entraînerait trop loin. Alors, un chapitre qui peut-être n'a pas été abordé aujourd'hui, il vient d'être amorcé aussi par Patrick, et je te remercie de ta question, c'est qu'on a peu abordé la question des moyens et des ressources. Je n'ai pas entendu pendant la journée personne s'interroger sur on fait une matériothèque, mais ça va coûter combien et qui va s'en occuper. Il y a bien eu un appel de notre ami M. Brooking ce matin sur si vous êtes disponible, venez m'aider. Mais chez nous, structurellement, ça veut dire que si on s'en occupe et si on met une matériothèque au point, il faut des personnes pour s'en occuper, n'est-ce pas Virginie? Et ce n'est pas simple. Et puis, il faut des moyens budgétaires. Alors, moi j'ai une toute petite idée pour les moyens budgétaires. On prendrait 0,5% du pourcentage de subsides octroyés aux biens que nous restaurons pour alimenter le fonds d'aide à la matériothèque. On aurait déjà moyen conséquent, rien qu'en Wallonie, étant donné le budget des subsides. Mais ça ne m'appartient qu'à moi. Je dois rester politiquement correct dans le contexte actuel. Vous savez que ce n'est pas simple.
Quelle perspective pour la Wallonie? Puisque c'était une des questions tout à l'heure posées. Comme l'a rappelé Marie-Hélène tout à l'heure, nous sommes effectivement dans un contexte où le département du patrimoine et l'Institut du patrimoine vont fusionner au 1er janvier dans une agence wallonne du patrimoine. Et la préparation de cette agence wallonne du patrimoine a déjà intégré aujourd'hui la perspective de regrouper tout ce qui concerne la documentation du patrimoine au sein d'une même entité. Alors c'est autant la conservation des objets, qu'ils soient archéologiques ou patrimoniaux, que les archives, que les photos, les sources de référence et les sources et les références bibliographiques, les relevés, et demain, ce qui concerne, merci pour l'intervention à ce sujet-là, la dématérialisation de la source monumentale. Mais bien entendu, c'est toujours le monument ou le chantier de fouille qui restera le déterminant de base. Ce n'est que de la documentation sur laquelle se fonde le travail en matière de patrimoine, qui va bien au-delà du chantier archéologique ou de la restauration lui-même, mais ces chantiers archéologiques et le monument restent la source première de nos travaux. Alors, avec ce qui constitue chez nous une véritable chance, ce que je considère moi comme une opportunité rare, on doit bien mesurer ici en Wallonie la chance que nous avons, au vu des exemples présentés, car nous pouvons compter sur 3 outils, dont 2 existent déjà, et qu'il va s'agir dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent de rendre cohérents et complémentaires. Le premier, c'est évidemment la matériothèque dont on a parlé ici à la Paix-Dieu. Le second, c'est le Centre wallon d'archéologie du bâti, qui va renaître de ses cendres, mais je vous jure qu'il existe déjà et qu'il fonctionne déjà à plein régime, même si structurellement il n'est pas encore totalement restauré. Et la perspective, dans le cadre de cette agence wallonne du patrimoine, de créer un centre de conservation et d'études où, globalement, on va effectivement recentraliser les collections archéologiques, mais aussi la documentation, les archives, etc. Et donc, notre souci premier aujourd'hui, à nous en Wallonie, c'est de mettre tous ces instruments-là en cohérence, notamment pour définir des protocoles de sélection, des protocoles de conservation, des protocoles de mise à disposition, soit pour des expositions ou de la pédagogie. Et donc, on a un gros travail devant nous. Enfin, j'ai retenu quelques idées qui m'ont davantage émoustillé, si je peux utiliser le mot, et que je souhaite vous remémorer pour vous les rendre avec mon interprétation. Rassurez-vous, ça va aller vite. Je pense que l'idée du matériau lui-même, même désincarné, est bien un lien privilégié à la fois interprofessionnel et intergénérationnel. Et donc, pour moi, la matériothèque, elle a aussi ce sens-là, c'est-à-dire la capacité autour d'un matériau de créer du dialogue et du sens. L'objet mort dans la matériothèque ne redevient vivant, et c'est bien l'enjeu qui est développé spécialement ici, que si effectivement on s'intéresse aussi à l'usage du matériau et de l'outil et au savoir-faire de leur création. Et donc, c'est la raison d'être de la Paix-Dieu. Et je renvoie aussi, même si ce n'est pas un but en soi, à tous les travaux complémentaires qui ont été réalisés en matière d'enregistrement des savoir-faire, notamment par Cultura Europa, jadis par la RTBF. Ce ne sont pas des objectifs en soi, mais c'est de la documentation qui permet, dans l'interprétation du geste et de l'utilisation de ces matériaux, d'essayer de comprendre et de transmettre. Alors, il faut aussi veiller dans les matériothèques que nous aurons à développer à intégrer et organiser la comparaison possible entre les matériaux en provenance d'endroits divers et de régions diverses et de sources patrimoniales diverses. Je pense que c'est un des objectifs que nous devons poursuivre. Mais une matériothèque, ça ne doit pas être qu'un conservatoire. Ça doit être, comme on l'a démontré pendant la journée, une réserve potentielle et un creuset non seulement comme support pédagogique, mais également comme catalyseur de recherche à développer. Et l'exemple d'Auxerre est à mon avis à suivre, puisque ça peut servir d'appui et nous aider dans la réalité de nos restaurations, nos chantiers de restauration. Je voudrais aussi attirer l'attention, dans les idées que je développe, sur le rôle des praticiens. On a une approche aujourd'hui qui est une approche d'une institution, l'IPO et la Paix-Dieu. On a entendu d'autres institutions, on a entendu des initiatives personnelles, mais je pense que tous les praticiens de la gestion du patrimoine sont en fait concernés par la matériothèque. Et même, de manière encore plus accentuée, les auteurs de projets, qui trop souvent oublient que leur propre production peut concourir à aider à l'organisation d'une matériothèque. Et je peux vous dire que, puisque j'ai une défense de TFE pas plus tard qu'avant-hier, avec de grands noms d'architectes, mais je tairai leurs noms, qui étaient incapables de remettre la main sur leur dessin ou sur l'élaboration de leur propre projet. Et c'est bien dommage. Je pense que les auteurs de projets devraient être attentifs à la conservation de leurs propres matériaux.
Et leurs matériaux, c'est leurs dessins, et pas uniquement leurs fichiers d'ordinateur qui ne seront plus lisibles dans 30 ans. Idem pour les entreprises. J'ai parlé tout à l'heure d'un vecteur un petit peu particulier des entreprises qui prenaient les matériaux chez eux, mais je pense que les entreprises doivent être attentives à pouvoir transmettre leurs outils, leurs matériaux, leur savoir-faire. Et donc, je veux mettre, Jean-Marie, la balle chez tout le monde, dans le jardin de tout le monde, il y a une petite pierre. Dans l'administration, c'est une grosse, je suis au courant, tu sais, il ne faut pas me le rappeler, mais il y a des petites pierres dans les jardins chez tout le monde. Et donc, en définitive, je ne vais pas revenir sur le problème de la numérisation, mais pour moi, la numérisation a un seul intérêt, si elle est complémentaire de ce que je viens de dire précédemment, et surtout si elle arrive à faire un lien avec les jeunes qui sont effectivement intéressés par l'informatique. On ne pourra pas démontrer le contraire. Et si l'informatique peut être un lien vers les jeunes pour le patrimoine, moi, je suis prêt à stimuler l'usage de l'informatique en matière de gestion patrimoniale. Et puis, c'est un vecteur privilégié pour mettre l'ensemble des acteurs en réseau. Et pour ces deux raisons-là, je pense qu'il ne faut pas négliger les aspects de la numérisation. Alors, j'ai deux propositions à faire à l'Assemblée. La première, c'est de saisir l'occasion qui est donnée aujourd'hui avec un panel assez diversifié et assez riche d'effectivement concourir à cette mise en réseau de l'ensemble des acteurs de matériothèque et des personnes qui sont intéressées. La mise en réseau, c'est pas très compliqué, surtout qu'on a vos noms, on a vos noms, vos adresses mail, donc voilà, on peut refaire un message derrière et vous solliciter. Et c'est la base du réseau, la messagerie peut déjà être la base du réseau, et puis prendre des initiatives dans ce sens. Ça, je pense que le département du patrimoine, l'Institut du patrimoine, ou plutôt la future agence dès demain pourra s'y atteler. Et puis, je souhaite constituer avec ceux qui le souhaiteront et qui seront disponibles, constituer une sorte de comité d'accompagnement pour nous aider dans la mise en place des 3 outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que ça va effectivement nécessiter des réflexions de fond sur comment on fait les liens entre les 3 outils, comment on fait ces sélections, quelle est la destination des objets qu'on va effectivement garder demain, si on peut les garder, à la fois pour des applications dans la réglementation, des applications dans notre organisation de travail et des applications sur la nécessaire sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Voilà, alors pour terminer, je voudrais vous confirmer que ces communications d'aujourd'hui feront bien l'objet d'actes publiés et diffusés sur le site web de la DG4 de l'IPOE, ou plutôt de l'Agence wallonne du patrimoine dès demain, parce que le temps de les faire, à mon avis, l'agence sera en place. Et tout ça grâce à Virginie, que je voulais particulièrement remercier, d'abord pour l'initiative de cette journée, et puis pour la maîtrise qu'elle a eue de l'ensemble de la journée, ainsi que les orateurs et les organisateurs, pour la qualité des présentations et des sujets traités. Et je vous invite à applaudir Virginie avec moi. Applaudissements nourris et mérités. Voilà. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur diverses initiatives qui auraient intérêt à être encouragées, valorisées, consolidées et mieux explicitées. Et la devise de la PDIE, si vous ne la connaissez pas, je vais me permettre de la dire à la place de Virginie. L'avenir, c'est demain. Voilà. Bonne soirée et bon retour à tous.